Enfin bref, allez, on y va. On démarre pour cette journée. Salut YouTube. Alors, on s'était arrêté la dernière fois. On avait fait la partie 3 de la gestion des vaisseaux au niveau du tuto. Donc là, bon, je retire mon petit rappel. Le truc que j'ai pas fait gaffe par rapport au tuto, le tuto est assez récent, hein, il date de fin 2020, en tout cas l'article sur les chips. Et ce que j'ai vu, ou ce qu'on m'a montré la dernière fois, c'est que le tuto n'est pas terminé, en fait. Tu vois, les chapitres ne sont pas terminés, je pense. Ou alors le mec, il a oublié de mettre les liens, c'est possible. On verra à la fin de l'input system s'il n'y a pas une suite. Mais en tout cas, si on regarde la fin de l'input system, là, la partie 3, c'est le 12 janvier. Donc, est-ce que le mec, il a pas eu le temps de continuer? Est-ce que le mec, il a lâché son tuto? Il a dit, ouais, c'est pas intéressant. Ou il sait pas faire. Il sait pas faire le pass funding, etc. Donc, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'il en est. Je pense qu'il rédige au fur et à mesure. Je pense qu'il a fortement commencé ses brouillons et tout ça, et qu'il les a modifiés au fur et à mesure. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il a mis le truc de côté. Donc c'est dommage. C'est dommage. Mais après, c'est pas grave. Au moins, on se sera ouvert les chakras sur ce qu'il a déjà fait. Et puis, on verra ce qu'on fait derrière. Après, ce que j'ai fait en parallèle, j'ai quand même checké un petit peu l'aspect légal de la chose. Puisqu'on a eu, on a eu un retour quand j'ai annoncé le projet. On m'a dit de faire attention à l'aspect légalité de l'e-sport, en fait, des tournois e-sport et des tournois e-sport en ligne. Et grosso modo, on est un peu baisé par rapport à ma stratégie de structure de profit. Puisque en fait, on a on n'a pas le droit, en tout cas en France, on n'a pas le droit de faire des tournois en ligne avec des frais d'inscription. En fait, on n'a pas le droit de mettre en place des frais d'inscription quand on veut organiser un tournoi en ligne. On a le droit de faire des tournois en ligne avec du cash price à partir du moment où tu n'as pas le droit de payer pour t'inscrire au tournoi. De quelque façon que ce soit, hein, d'une façon directe ou indirecte. Le seul truc qu'on autorise, c'est l'achat du jeu ou l'achat d'un abonnement, en fait. Donc, à la limite, ce que je m'étais dit, en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a toujours le moyen, parce que moi, au début, pour amorcer un peu la pompe, tant que le jeu n'est pas connu et tout ça, c'était de dire que les tournois e-sport seraient à moitié financés par les joueurs eux-mêmes en s'inscrivant, mais ça, on peut plus le faire. Mais par exemple, moi, si je gagne un peu de pognon avec le jeu, et j'en parlerai après sur les moyens de gagner du pognon avec le jeu, je peux moi-même organiser un tournoi. Je peux organiser un tournoi avec un cash price et je peux m'amuser à dire, bon bah voilà, je fais un tournoi de 10 000 joueurs, j'invite tous les joueurs qui ont déjà joué aux jeux vidéo, je leur dis, bah si vous voulez vous inscrire au tournoi, inscrivez-vous, et le tournoi va s'auto-scale en fonction du nombre de joueurs qui vont s'inscrire, grosso modo. Et donc il y avait ça. Donc c'est moi en fait qui offrirais par rapport aux revenus que j'aurais ou que je n'aurais pas avec le jeu. Hein. Ça peut être d'autres sources de revenus. Je pourrais m'amuser à créer des tournois avec du cash price. Mais il y aura aussi à terme, une fois que le jeu est connu et a peut-être une renommée dans le monde du e-sport, c'est d'avoir les sponsors. C'est que ce sont les sponsors eux-mêmes qui vont créer un tournoi sponsorisé. Et c'est eux qui apporteront le cash price, c'est eux qui vont dire combien de joueurs ils veulent faire intervenir dans le tournoi. C'est eux qui vont envoyer les invitations, et voilà. Et, et, euh, et dans ce cas-là, il y aura une source de revenus par rapport on a le droit de faire ça, hein. C'est-à-dire que sur le budget que le sponsor va mettre dans le jeu, il y aura une commission qui sera prise pour le créateur du jeu. Ça, on a le droit de le faire. Euh, Par contre, donc pour pouvoir faire des sources de revenus par rapport au jeu, je m'étais posé la question de faire trois types de choses.
Mais en fait, il y a des avantages et des inconvénients dans les trois. En tout cas, principalement dans deux. C'est de rendre le jeu payant, dans le sens où bah, t'achètes le jeu, en fait. T'achètes l'usage du jeu. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que les sponsors, c'est ce que je disais, les sponsors, ça serait une étape après, hein. C'est une étape un peu moyen-long terme, où grosso modo, c'est une fois que le jeu est connu, une fois que les tournois e-sport qui sont organisés au sein de ce jeu commencent à avoir un peu une renommée dans le délire, c'est là où ça va intéresser les sponsors. Imaginons, on commence à avoir des joueurs un peu moyens haut de gamme, on va dire, dans le monde de l'e-sport qui commencent à jouer à ça, ça va intéresser les sponsors, en fait. Ou dès que tu commences à avoir des vues, dès que tu commences à avoir des vues là-dessus, que les mecs ils jouent à Twitch pour montrer leur tournoi, etc., et que tu montres que tu peux mettre des banderoles, tu sais, que tu mets des banderoles en mode ouvert aux sponsors dans le jeu, bah là, ça peut commencer à faire des vues, machin. Euh, donc grosso modo, il y aurait le mode j'achète le jeu, mais bon, le problème c'est que pour un petit jeu comme ça, le rendre payant, c'est se couper l'accès à beaucoup de public, j'imagine. Donc ça m'intéresse pas trop de rendre le jeu payant. En mode je l'achète une fois. Il y a le mode abonnement, c'est-à-dire que grosso modo, tu payes un abonnement tous les mois pour avoir accès au jeu. Donc c'est pareil, ça fait un peu MMO, ça fait un peu dans ce même délire-là. Il faut sortir la carte bleue pour pouvoir avoir accès au jeu et donc parce que l'idée c'est de se dire bah voilà quand tu as l'abonnement, bah en fait tu as accès au jeu qui te permet de t'entraîner, de faire éventuellement des tournois à blanc, des tournois où il n'y a pas de cash price mais pour t'entraîner au tournoi et d'avoir accès aux invitations aux vrais tournois, aux tournois avec cash price en fait. Mais le problème c'est pareil, les gens vont devoir payer pour pouvoir commencer à jouer, donc c'est un peu chiant. Et après, il y a le mode participation libre, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait faire une communauté de joueurs qui apprécient énormément le jeu et les tournois qui sont organisés, et on leur propose de faire du financement participatif. C'est-à-dire qu'en fait, de base, le jeu est gratuit, et si ça vous plaît, bah, on leur fait un petit encadré en mode aider à la survie du studio de jeu. Et grosso modo, bah, si vous pouvez participer au financement du studio, bah, payez ce que vous pouvez, en fait. Un peu dans ce délire-là. Donc si le mec il veut donner 1 euro, si le mec il veut donner 5 euros, si le mec il veut donner 1000 euros, bah, il peut donner ce qu'il veut, en fait. Ouais, il y a ça aussi, c'était ce que je pensais aussi. Il y avait l'aspect revenu publicitaire. Ou l'aspect free app, où grosso modo, bah, si tu veux pas avoir la pub, t'as le mode premium activé en fait, le mode premium qui te donne un mode sans pub éventuellement. Il y a ça aussi, il y a ça aussi. Mais c'est pareil, toutes ces choses-là, en fait, ça commence l'aspect pub et tout ça, ça commence que à partir du moment où tu commences à avoir un minimum de monde qui commence à jouer. En fait, où tu commences à avoir de la population. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est que dans les arènes, justement, un peu comme les tournois de foot, c'est d'avoir au sein du tournoi de foot l'espèce de banderole, la banderole ou le petit, comment ça s'appelle, le petit ballon, la petite montgolfière qui passe avec l'affiche de la pub, en fait, qui passe pendant le combat. Euh, et le mec qui paye enfin, le publicitaire va payer ça sur le nombre de fois où le public va voir la pub passer, en fait. C'est-à-dire que ça ne t'empêche pas de voir le combat, ça t'empêche pas de regarder le combat, mais en fait, c'est un truc en plus qui va passer. C'est-à-dire qu'en plus du sponsor, tu pourrais faire du revenu publicitaire. Un truc comme ça. Enfin voilà, il y a des pistes. C'est-à-dire que grosso modo, ça casse un peu le modèle, mais en même temps, il y a toujours des solutions alternatives. Et ça, on peut toujours y réfléchir. Il y a toujours, à partir du moment où on a de l'usage, c'est ça l'idée, hein. À partir du moment où tu as de l'usage de ton truc, peu importe ce que tu fais, tu as des moyens, tu as des pistes plus ou moins intéressantes, plus ou moins éthiques, plus ou moins légales, plus ou moins perturbatrices,
mal foutu, de gagner de l'argent, en fait. Et donc, il faut qu'on... mais en tout cas, notre base, il faut partir du postulat que notre base de départ, ce qui compte pour nous, c'est d'avoir des joueurs, en fait. Et pour le plaisir, en plus, c'est la raison... La raison, est-ce qu'on parle pognon, mais moi, la raison qui fait que je fais ce jeu-là, c'est surtout d'avoir des joueurs, en fait. C'était de prendre plaisir de créer un jeu vidéo pour des gens qui aiment jouer au jeu que je fais. Ça, c'est l'idée. Hein. Donc, il n'y a pas de... Y a pas de on parle de pognon, mais c'est pas grave si le pognon vient pas, en fait. C'est pas grave s'il faut prendre du temps pour penser au modèle de profit, etc., etc. Et quand je parle de modèle de profit, je le rappelle, c'est pas l'idée, c'est pas de faire des bénéfices et de gagner des millions. C'est l'aspect profit au sens comptable, c'est-à-dire qu'on a des centres de coûts d'un côté et il faut au moins que la balance soit équilibrée. En termes de profit, l'idée, c'est pas de faire du bénéfice sur ce jeu. L'idée, c'est juste voilà, d'être capable, à terme, si possible, d'en vivre et d'être capable de se focus essentiellement et d'être capable de focus 100% le studio de développement de jeux vidéo ou en tout cas de faire ce qu'on veut dans la vie. Et de pas courir après des clients avec leur super projet, certes, mais c'est pas notre projet, en fait. si je simplifie un peu tout ça. Donc voilà. Le petit écart est dit, mais voilà. Il n'y a aucun problème pour bosser avec les clients, c'est juste le plaisir de faire son propre projet, en fait. Et d'être capable d'en vivre. Alors, donc, je reprends notre histoire notre histoire de vaisseau spatial. Pas de jeu là avec le plateau, les vaisseaux. On en était arrivé à l'étape où en fait on arrivait à placer le vaisseau au niveau de la grille. On avait juste un problème, c'est qu'on avait un espèce de carré blanc à la place d'un carré transparent. J'ai pas creusé, on verra ça, mais bon, c'est pas déconnant pour le tuto, c'est pas le sujet chiant. Donc on va continuer à avancer. Et là, en fait, on a notre... donc on a l'aspect affichage du vaisseau qui fonctionne. Par contre, il nous manque l'aspect déplacement du vaisseau. Et donc là, c'est ce qu'on va faire pendant ce chapitre. Hein, c'est-à-dire qu'on va on va nous faire une introduction à l'aspect locomotion, aux composants de déplacement, en fait. C'est une capacité de déplacement. L'aspect component, c'est donner une capacité à une classe. Hein. C'est je te donne une capacité à faire quelque chose, à avoir un comportement particulier. Et donc, on a un composant de type locomotion qui est capable de faire en sorte que tu puisses te déplacer. En fait, c'est l'idée. Donc... Tac, tac. On veut... Ouais, on veut que que les comportements déplacés et affichés sont décorrélés, en fait. Ils soient indépendants les uns des autres. Donc ça, je peux comprendre. C'est-à-dire que grosso modo, le fait de déplacer quelque chose d'un point X à un point X', soit indépendant au fait de dire, bah, s'il te plaît, redessine-toi, en fait. Parce que je rappelle, hein, le composant, on lui dit, redessine-toi à ces coordonnées-là, en fait. Ça, c'est OK. Nanana. Donc là, actuellement... Ouais. On peut aussi interdire la notion de déplacement, c'est-à-dire qu'à certaines étapes du jeu, on pourrait interdire ou autoriser le déplacement. Et donc, grosso modo, on nous dit que l'aspect mouvement, ça doit être un composant. Donc, pourquoi locomotion? À la limite, tiens, je vais vous mettre le petit. Salut Tensai. C'est Tensai, hein, parce que non, Tensali. Bienvenue.
Alors, pourquoi le déplacement? Donc, on parle du mouvement du vaisseau. Pourquoi ne pas l'appeler un ship move component? Non, c'est Tensai? Ok. Parce que j'arrive pas à voir si c'est deux I ou si c'est un L et un I, parce que ton pseudo il apparaît en bleu sur fond noir si tu veux, donc je vois pas la fin. Euh, Alors, donc dans les jeux au tour par tour, le terme déplacement, ouais, donc faire un déplacement. Euh, Notre jeu, ça veut dire. Ouais, c'est ça. En fait, là, d'un point de vue métier, dans le monde du jeu au tour par tour, l'aspect déplacer ou faire un déplacement, c'est faire une action. Et ça ne veut pas dire que faire un mouvement, ça veut dire à la fois faire un mouvement, mais aussi attaquer. Enfin, c'est une action. C'est la notion d'action. Dans l'aspect, dans les jeux de plateau, faire un mouvement, c'est faire une action. Donc, ok. Donc il nous dit qu'il en parlera de ça un peu plus en détail quand on attaquera l'aspect état des machines et l'intelligence des ennemis. Et donc pour avoir un langage un langage spécifique par rapport à l'aspect déplacement au sens déplacement dans l'espace. En fait, il va utiliser la notion de déplacement, de mouvement de vaisseau au sens locomotion ou relocation. C'est ok, c'est ok, je comprends. Donc c'est bien dans ce tuto parce que le mec commence à parler, il fait quand même l'effort d'expliquer le métier, je trouve. C'est intéressant, il explique le métier, les règles du jeu. Et je pense que c'est important quand nous, on va se mettre à faire notre jeu, de bien poser tranquillement les termes métiers importants dans notre jeu, en fait. Là, il y a le fait qu'il y ait un tour, le fait qu'il y ait un robot, une tour, un machin, des boucliers, que les boucliers et les robots, les bordels, pour les détruire, ils ont des points de structure ou des HP. Enfin, il faut voir ou des points d'impact. Il faut voir l'idée. Ça va être assez sympa. Et donc là, il nous fait attaquer justement à la création du composant. Donc on va aller dans les components, les composants du vaisseau. Alors, ce que je trouve bizarre dans son approche composant, c'est qu'il fait des composants dédiés au vaisseau. Pour moi, dans ma tête, les composants étaient affectables à plusieurs types d'entités. C'est ça que je trouve un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il affecte des composants dédiés au vaisseau, alors que pour moi, le dossier component serait. Enfin, limite, il y aurait. Dans le jeu, en fait, dans SRC, on aurait un dossier entity et un dossier component. Et en fait, on pourrait affecter un composant à une entité. Enfin, on pourrait affecter un composant à plusieurs entités et une entité peut avoir bien sûr plusieurs composants. Et grosso modo, on pourrait faire une espèce de matrice avec les entités d'un côté et les composants de l'autre, et on dit bon bah voilà, est-ce que ce truc-là a une capacité de déplacement? Est-ce que ce truc-là est vivant dans le sens où est-ce que ce truc-là est destructible? Et donc s'il est destructible, ça veut dire qu'il a les points d'impact. Est-ce que ce truc-là est J'en sais rien. Est-ce que ce truc-là est magique? est-ce que, est-ce que ce truc-là est magique et donc dans ce cas-là, il aurait du mana ou des pouvoirs magiques, grosso modo? Est-ce que ce truc-là est une arme? Donc si c'est une arme, ça veut dire que ce truc-là peut faire des dégâts. Enfin, où il aurait une fonctionnalité d'attaque éventuellement. Est-ce que ce truc-là est un flingue, donc on peut tirer avec? Et donc on peut tirer, et donc ça veut dire que le flingue a aussi des munitions. Tu vois, enfin, il y a tout cet aspect-là qui est un peu particulier où on peut faire des composantes. Et là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dédie des composants à une entité spécifique. C'est un peu particulier. Donc là, on est dans les composants locomotion. Locomotion. Et on va faire un locomotion.ts.
Pointis? Non. Ça, c'est le Locomotion quand t'as bu un peu trop de Calva. C'est le Locomotion 10. Mais ça marche pas. On peut pas coder avec le Calva. J'ai essayé, hein. Aucun respect. Donc on importe les dépendances, ça c'est ok. On importe le ship. Il faut dire ship ou nul. Et l'instant et l'initié, je crois. De base à nul. Ok. Donc oui, await, date, il fera un to do. Ok. Il faut mettre à jour le barrel. Donc on va rajouter un index .ts avec un export étoile from Allô. Voilà, locomotion. Et ensuite dans les components, non, on a déjà un index, donc on va juste le rajouter là. Export étoile. Je suis en train de bouger ma tête comme ça parce que j'ai le micro qui est juste au-dessus du clavier, je vois que Pouic. Alors non pas que j'ai trop de difficultés à savoir quoi taper au clavier, c'est surtout les caractères spéciaux en fait. Les caractères spéciaux du type les guillemets et tout ça, j'ai un peu du mal à savoir où ils sont et souvent je tape à côté. C'est pour ça que souvent je dois regarder le clavier. Ce qui est chiant, hein, ça me ralentit beaucoup, hein. Tout comme le fait de ne pas connaître bien les raccourcis clavier de VS Code. Et donc ça veut dire que j'ai une main sur le clavier, une main sur la souris à chaque fois, et ça, c'est des pertes de temps. Et avoir la maîtrise de son IDE, c'est aussi être capable d'accélérer dans sa capacité à coder. Et ça, c'est des choses, ce sont vraiment des choses qu'on peut mettre en place. Pour ceux qui aiment bien le développement logiciel et qui veulent améliorer leur capacité de feedback et leur capacité à faire du code de qualité et à développer vite, j'aime beaucoup, je l'avais déjà dit dans pas mal de vidéos, j'aime beaucoup les vidéos d'Arnaud Lemaire, qui nous a fait une belle... je vais vous le montrer parce que je pense que c'est important, de, de voir ce genre d'aspect, en fait. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo, là. Je crois que c'est... Enfin, de toute façon, il reprend beaucoup de choses dans pas mal de ses vidéos. Mais... merde. Arnaud Lemaire. Ça, je trouve que c'est important que vous ayez cet aspect... Enfin, j'aime beaucoup cette vision du développeur. C'est-à-dire on s'améliore toujours dans nos pratiques et on peut mettre en place dans notre quotidien de développeur des petites pratiques plus ou moins compliquées à mettre en place. Et ça peut aller de j'améliore ma maîtrise de mon IDE, j'implémente des tests automatiques, je fais du TDD, j'utilise un langage typé, etc., etc. Et ça va jusqu'à des trucs un peu plus tendus du type je dois faire du DDD, je dois faire des event storming, etc., etc. C'est des choses qui sont plus ou moins compliquées à mettre en place et qu'on peut faire plus ou moins seul en termes d'apprentissage. En tout cas, plus ou moins rapidement. Et donc, je trouve ça... Et j'aime beaucoup son approche en termes de capacité de faire des choses assez rapidement, seul. Quand je dis rapidement, c'est l'aspect complexité à apprendre et à mettre en place au quotidien. Et le retour en termes de feedback, la vitesse à laquelle tu peux avoir un feedback rapide sur le dev que tu es en train de faire. Et ça, j'avais beaucoup aimé. Il faut juste que je retrouve, hein, parce que bon, sa vidéo dure 1 heure. Je vous la recommande, hein, pour ceux qui veulent. Je crois que le son est pas top sur cette vidéo, mais c'est le métier de développeur, en fait. Entre industrialisation et artisanat, il explique beaucoup de choses. Et je trouve que, enfin, je suis vraiment en phase avec ce qu'il dit et je prends beaucoup ce genre de... Les principes qu'il évoque dans cette vidéo, je les prends beaucoup pour m'améliorer, moi, dans mon quotidien. Non pas que je les maîtrise tous, loin de là, mais on essaye toujours de faire un peu mieux, quoi. Alors, j'essaye de retrouver ce qui... Je crois que c'est dans cette vidéo, hein. Je reprends un peu.
J'essaie de retrouver le slide. Ah, voilà. C'est grosso modo, c'était ce slide-là que... Enfin, je sais pas si vous le voyez. Je peux essayer de zoomer. Ouais, non. Le zoom, ça marche pas. Si. Si vous regardez ici, là, il y a grosso modo, là, c'est la vitesse de feedback qu'on peut avoir. Et là, c'est les pratiques qu'on peut mettre en place au fur et à mesure. Les pratiques qu'on peut mettre dans notre quotidien, en fait. Et ça nous donne une capacité de feedback rapide sur la qualité de notre code, c'est-à-dire le fait que ça marche, le fait que ça marche pas, hein, grosso modo. Et donc, le fait d'être capable de bosser au niveau de notre IDE, d'avoir un IDE efficace, c'est-à-dire de ne pas avoir juste un logiciel de traitement de texte qui n'a aucune fonctionnalité, on va avoir un feedback un peu pourri, en fait. À ce niveau-là, hein, j'entends. C'est-à-dire qu'on est obligé de lancer le code, on est obligé de le compiler, on est obligé de l'exécuter, etc., pour avoir du retour. Alors que si on utilise un IDE, et je prends un exemple VS Code, mais il y en a plein d'autres, par exemple, si je fais de la merde dans mon éditeur de texte, on voit tout de suite qu'au niveau problème, ça commence à gueuler, que là, ça me donne des informations sur le problème, en fait. Le problème qu'on a. Et donc voilà, déjà avoir des bons outils, c'est gratuit. Enfin, en plus, VS Code est gratuit. Il y a d'autres IDE qui font peut-être plus que ça, mais ils sont un peu payants et tout ça. Mais je veux dire, après, en fonction de ses moyens et de ses capacités à avoir le choix au niveau des outils, on peut déjà s'équiper rapidement de quelque chose pour aller mieux. Et donc la maîtrise de son IDE nous permet d'accélérer notre capacité à déployer des choses, notre vitesse, et en même temps d'avoir du feedback rapidement sur ce qu'on fait. Donc ça, c'est cool. Par exemple, aussi derrière, quand on veut bosser au niveau, au sein du code, le fait d'avoir du code qui est typé. Donc au lieu de bosser en JavaScript pur, le fait d'avoir du typage un peu partout, là, de dire qu'on fait du void, de dire qu'on nous renvoie, qu'on implémente des composants. Là, par exemple, si je dis ici que j'implémente un composant à cet endroit-là, si je ne mets pas les éléments qui caractérisent mon composant, ça gueule à mort au niveau de ma classe. Et donc, je peux me laisser guider par mon IDE pour implémenter l'interface, en fait. Et donc, le typage. Hein, l'interface, c'est pour moi le typage est aidé fait qu'on peut créer des interfaces et donc ça nous permet d'avoir du feedback sur ce qu'on fait, en fait. Donc ça, je trouve ça vachement cool. Qu'est-ce qui nous remontait d'autre aussi? Après, on commence à monter. Donc là, ça nous permet d'avoir des retours sur la seconde, voire la minute. Ensuite, il allait un peu plus loin. Après, je crois qu'il rajoutait des pratiques. Hein, on peut les voir un peu plus loin. Mais grosso modo, on a... Si je continue à avancer... Grosso modo, c'est des pratiques XP. Hein. Là, tout ce qui remonte, là, c'est souvent des pratiques liées à XP. Mais grosso modo, on a les tests unitaires. Ou en tout cas, les tests automatisés, en fait. Le fait d'avoir les tests automatisés nous permet d'avoir à tout moment du feedback et d'être capable de dire mon code marche ou mon code marche pas en fonction de ce que je vais faire dedans. Parce qu'on va toujours mettre les mains dans le code, on va toujours modifier des trucs dans tous les sens. Et là, si on n'a pas des tests automatisés qui ont une capacité de nous faire un feedback extrêmement rapide, on va avoir des emmerdes. Je donne un exemple. Je donne un exemple ici. Si je fais, si je fais un npmt, là, grosso modo, ça va me dire si le code marche ou si le code marche pas. Et extrêmement rapidement. Extrêmement rapidement. Surtout si on a une capacité de faire du découplage avec l'AFRA. Donc là, là Arnaud, il fait un état assez simple des pratiques. Il va pas toutes les énumérer, mais il y a aussi des pratiques un peu plus précises quand on veut attaquer telle ou telle difficulté du développement logiciel. Et après, plus on peut mettre en place des choses assez facilement, mais qui vont nous donner aussi du feedback, on va dire, un peu plus tard, mais qui sont tout aussi importants. Le fait d'avoir le client sur site, d'avoir toujours un représentant des utilisateurs
ou le client, le donneur d'ordre, ou tout ce qu'on veut. Enfin, grosso modo, c'est celui qui dit ce qui doit être fait, celui qui sait ce qui doit, c'est celui qui dit quel est le comportement attendu, en fait. C'est toujours intéressant de l'avoir au plus proche de nous. Le fait qu'on ait là, ce qu'il indique de l'intégration continue ou du déploiement continu, ça va nous permettre de livrer tout le temps à la même vitesse. C'est-à-dire notre processus de mise en production et notre processus de validation de l'intégration pour le passer d'un environnement à un autre, s'il est automatisé et qu'on le fait évoluer cette automatisation parce que les processus évoluent dans le temps, mais si on automatise ces processus-là, on a un feedback qui est extrêmement rapide. Et c'est pareil, l'automatisation de ces choses-là, on les fait au début de manière très simple parce qu'on n'a rien, on n'a pas d'application au départ, et donc c'est très facile d'automatiser rien au départ, plutôt que d'automatiser quelque chose, une usine à gaz énorme qui fait un enfer. Ce truc-là automatisé, c'est chiant. C'est pour ça que moi, par exemple, quand je prenais l'exemple de Bangerang, je suis allé très vite dans une capacité à déployer en production quelque chose et à choisir des technologies qui sont liées à cette mise en production rapide. C'est-à-dire que je ne recherchais pas la performance et je ne recherchais pas le scaling de l'application, je recherchais la mise en production rapide et gratuite. Et c'est pour ça que j'ai choisi Vercel, etc. Parce que l'intégration continue et le déploiement continu étaient extrêmement rapides pour ce logiciel-là. Et c'est quelque chose qu'on va essayer de garder pour le jeu. Parce qu'à partir du moment où on commence à avoir une intégration continue et un déploiement continu qui se fait de base en quelques minutes ou en quelques secondes, et qu'on est capable de garder cette vitesse, grosso modo, et qu'on s'impose de garder cette vitesse-là parce que c'est important pour nous d'avoir cette capacité de déploiement en continu, et ça devient un luxe, en fait. Ça devient vraiment une forte valeur parce qu'on serait capable de dire, moi, je développe une fonctionnalité et je suis capable de l'envoyer en environnement de revue juste avant la production, grosso modo, pour le faire valider à mes premiers utilisateurs, grosso modo, à mes fans. C'est ce qu'on a souvent dans le monde du jeu vidéo. Quand on pense au MMORPG, il y a le serveur primaire qui est le serveur de production. C'est là où il y a tout le monde, il y a tous les joueurs. Et on a souvent à côté, pour certains utilisateurs qui veulent être un peu bêta-testeurs, on a le serveur de recettes. Grosso modo, c'est le serveur qui embarque les prochaines releases. Et grosso modo, ce serveur-là, c'est pour vérifier que les nouveaux développements marchent bien, grosso modo, avant de faire une grosse release en production. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses. C'est un peu un décalage par rapport à notre tuto jeu vidéo là, mais je trouve que c'est vachement important d'avoir ça en tête parce qu'il y a vraiment là-dedans en fait des choses qu'on peut mettre en place sans avoir un niveau de skill vraiment phénoménal au début. Je dis ça, c'est parce que je suis un gros con. Je dis ça, je suis un gros con, je suis naze, et donc en étant naze, en fait, on arrive à implémenter des pratiques qui ne sont pas trop compliquées, en fait, à mettre en place. Grosso modo, si moi j'arrive à le faire, vous y arriverez aussi. Là, le seul truc qui va pas par rapport à Entity, c'est que voilà, c'est que lui, c'était pas Entity qui mettait, c'était Chip. C'était Chip qu'il avait implémenté ici. Ouais, c'est ça. Allez, on continue. Donc, on a mis à jour les fichiers d'index et tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit ? Non, mais il n'y a pas de problème. En fait, quand je dis ça, d'ailleurs, c'est pas grave si t'écoutes pas, tu vois où je veux en venir. C'est-à-dire que moi, je fais ça, c'est l'aspect pédagogique
Et c'est gentil ce que tu me dis. Si en plus je fais du recording au niveau de YouTube en parallèle, et c'est juste pour un aspect pédagogique du truc. Et que tu écoutes ou que tu écoutes pas, c'est toi qui vois. Tu vois où je veux en venir. C'est pas du tout. Y a pas de forcing par rapport à tout ça. Tu vois. Parce que déjà moi, j'aime pas qu'on m'impose. Ouais, il y a des VOD. J'aime pas imposer des pratiques à des gens qui veulent pas écouter ces pratiques-là. Enfin, ils veulent pas se les imposer à eux-mêmes. Tout comme moi, je veux pas qu'on m'impose des pratiques si moi ça me donne pas envie, en fait. Et donc, je pense que c'est sain d'être capable de dire, écoute, soit tu prends pas. Si tu veux qu'on creuse parce que t'es pas sûr, machin, bah on en parle, on va un peu plus loin. Si ça te tente pas du tout, si ça te casse les couilles, bah ne le fais pas. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est un comportement assez sain. Après, il faut assumer les conséquences derrière de pas faire telle ou telle pratique, tu vois. Et moi le premier, hein. Quand je dis ça, moi le premier, hein, parce qu'il y a des trucs que je ne fais pas aujourd'hui, et quand je vois que je peine sur certains sujets, je dis putain, ça serait bien quand même que je m'y mette un de ces quatre à apprendre certaines pratiques un peu plus touchy, quoi. Mais bon, c'est ce que je disais la dernière fois, il n'y a que 24 heures dans la journée, malheureusement. Donc voilà. Alors, le gars, ce qu'il nous dit, c'est justement, il veut qu'on se pose la question justement de quel est le comportement attendu. Quel est le comportement attendu quand on pense déplacement? C'est-à-dire que, grosso modo, on veut que la position... On veut pas faire du déplacement arbitraire du vaisseau, on veut pas dire que le vaisseau va aller n'importe où au niveau du canevas. On veut les déplacer dans les nœuds, en fait. Le vaisseau va dans les nœuds. Donc les nœuds, c'est les cases de la grille, en fait, par rapport au précédent tuto. Donc on veut être capable de déplacer un vaisseau, un ship, donc le ship c'est les ronds, hein, dans les nœuds. Hein, on veut pas par exemple, on veut pas l'envoyer là, le vaisseau. On veut l'envoyer parmi les nœuds de la grille. Hmm. Ouais, c'est bien. Ah, franchement, si tu démarres... parce que moi, j'ai commencé aussi à faire du TypeScript, du JavaScript pur, et franchement, je galérais trop parce que, en fait, tu t'as pas les typages, t'as pas les API des fois qui ressortent, c'est-à-dire tu sais pas quelle est la fonction qui est derrière, faut te taper la doc, etc. C'est casse-couille. Alors qu'en TypeScript, tu mets en TypeScript, tu utilises des repos, enfin tu sais, des technologies ou des librairies qui ont les typages TypeScript intégrés. T'as toute la documentation, t'as tout le typage qui va avec et tout, ça va tout seul. Et quand tu commences à faire de la merde, ça va te le dire en général. C'est vraiment. Ah, moi, je trouve ça super en fait. Depuis que je me suis mis à faire du TypeScript, ma vitesse de développement s'est beaucoup améliorée que quand je développais en JavaScript. En JavaScript, grosso modo, il fallait connaître la documentation par cœur. Moi, je suis pas du tout un adepte du par cœur. Je refuse. Enfin, ça me débecte d'apprendre les choses par cœur. Il y en a qui adorent ça. Moi, je suis pas du tout de cette école-là. Je veux par contre comprendre les choses, comprendre ce que je dois faire, et après comprendre le concept, et ensuite le fait de l'appliquer, ce concept-là, bah, je mets des documentations, des API, des bordels, quitte à me taper la doc au moment où je dois développer. Mais apprendre une doc par cœur, alors qu'en plus la doc va changer dans 3 mois, machin et tout, ça m'intéresse pas, quoi. Le conceptuel, par contre, m'intéresse énormément. Être capable de comprendre le concept, je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais ouais, enfin, le fait que. Enfin, moi, personnellement, si quelqu'un veut apprendre le développement front et qui plus est du back avec en JavaScript, grosso modo, bah, c'est de se mettre sur TypeScript. Vraiment, tu apprends à mettre en place un projet en TypeScript pour commencer à l'instancier. Tu as des tutos, tu regardes la documentation TypeScript pour créer un projet en TypeScript et tu regardes comment ça se passe pour faire le typage et tout le merdier. Ça te sauve la vie. Ça te sauve la vie. Si en plus après tu sais faire des tests automatiques pour tester ton comportement logiciel, c'est bonheur. Hein. T'as même plus peur derrière. Tu t'autorises à changer ton code tout le temps. C'est-à-dire t'as même plus peur. T'as même plus peur. Quelqu'un te demande de rajouter une feature, tu fais mais oui, ça va prendre du temps à faire, forcément.
Mais t'as pas peur, en fait. T'as pas les fesses qui font bravo, tu sais, comme dans ton projet de développement, en mode, oh putain, va falloir modifier un truc là-dedans. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Bah non, t'y vas. Ton code, il est testé, ton IDE et tout ça, ça gueule dans tous les sens. Dès que tu fais la moindre petite merdouille, bah c'est parti. C'est parti, on y va. Et tu prends plaisir à coder, enfin. Ah, je dis ça, c'est par rapport à mon retour d'expérience. Donc, allez, on continue. Donc, quand le joueur sélectionne le nœud, ouais, ok. Donc, quand le joueur va sélectionner le nœud de destination, ça va activer le vaisseau pour trouver le chemin nécessaire. C'est-à-dire que, par exemple, pour passer de là à là, ça va activer le pathfinding, grosso modo, pour aller pour faire le déplacement, en fait. Ça, c'est d'accord. Si on veut ignorer la notion d'animation, donc le fait de voir le rond qui se déplace, on peut dire que le vaisseau va se déplacer instantanément, en fait. C'est comme si le placement, il y a moins d'effet graphique, en fait. Il y a moins la patte graphique du déplacement, donc oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il faudrait juste dire, est-ce que le vaisseau a le droit de se déplacer à cet endroit-là? Si oui, bah il se déplace direct, en fait. Comment dire? On l'efface d'un côté pour le réafficher de l'autre. C'est un peu ça le comportement attendu. On change ses coordonnées. Grosso modo, là, dans le mode composant, au niveau de l'entité, au niveau du composant ou de l'entité, on va changer ses coordonnées et on va enclencher le update qui va mettre à jour le draw derrière. Ça sera un peu l'idée, en fait. Ce qui fait que le draw et le mouvement sont quand même décorrélés. La seule chose qu'on s'autorise, c'est de faire le update. En fait. Et donc, à tout moment, quand on veut déplacer un chip sur un nœud, c'est au centre du nœud qu'on va devoir le placer. Donc, le chip est tout le temps au centre du nœud. Ça, c'est d'accord. Donc ça, le mec nous explique ce qu'il veut comme comportement. Hein. Et nous, il faudra qu'on se pose la même question. Quand on va faire notre jeu, il faut qu'on pense de cette manière-là. C'est-à-dire quand... là, on voit bien le behavior. On a le when. Donc, given mon vaisseau se trouve à cet endroit-là. Quand le joueur a sélectionné le nœud et quand le joueur dit qu'il doit aller à tel endroit, Zen, donc on fait le Zen, c'est we can see that any given... Alors, en fait, le plus dur dans les tests automatisés, c'est de commencer, en fait. Ouais. Bah nous, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est-à-dire que là, moi, pour le moment, j'ai jamais fait de jeu vidéo, en fait. Je viens du développement logiciel classique. Et je me considère pas comme un expert. Attention. J'apprends. Mais par contre, vu que j'ai jamais fait de jeu vidéo, je me dis, bah, est-ce qu'on n'aurait pas un tuto TypeScript, ECS, tout ça, tu vois, en termes d'architecture, pour apprendre comment on peut faire ça? Pour s'ouvrir les chakras sur le comportement dans le monde du jeu vidéo. Parce que moi, j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait de CS non plus, en termes d'architecture. Donc, faut s'ouvrir les chakras. Et donc, je vois bien là que le mec, là, il m'explique son comportement. Et moi, je sais développer en approche comportementale. Donc ça, c'est cool. ECS, c'est Entity Component System. C'est une architecture qui est fortement utilisée dans le monde du jeu vidéo, en fait. Merde. Entity Component System. C'est un modèle d'architecture, donc une manière de développer, une manière de designer son code, hein, la manière dont tu vas faire tes classes et tout ça, et les faire interagir entre elles. Et grosso modo, il y a l'entité, le composant,
Le système, je sais pas ce que c'est, mais grosso modo, c'est un pattern. Ah, voilà, là, il y a une image là qui est assez sympa, que je trouve assez parlante. Tac, 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 tac. Oui, donc ça, il nous avait expliqué comment... Nous, on va devoir faire ça plus tard. Ça, c'est grosso modo, c'est un modèle d'architecture de jeux vidéo. Comment tu fais un moteur, hein. En général, toi quand tu as un moteur de jeu en mode Unity, en fait, il y a tout ça. Il y a tout ça de préintégré. Et toi, tu vas juste rajouter des fonctionnalités là-dedans. Nous, on fait pas ça. Nous, on va tout faire from scratch. Comme des connards. On va utiliser peut-être une librairie de rendering. Mais c'est tout, quoi. Donc, ça va piquer. Mais attends, il avait montré une image de CS. On va essayer de la trouver. À moins qu'elle soit pas là. Oh. Bah alors, il en a plus fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tac, tac, tac. Ouais, non. Ça, c'est un forum. Oh, c'est fou. Il n'y a pas, y a pas une illustration. Y a pas une illustration de l'ECS à part dans l'explication. Ouais, non. Non. Allez, un petit article médium, là, des familles. Ouais. Le jeu. Ouais. C'est pas vraiment... Enfin, c'est pas vraiment comme ça que je leur ai expliqué. Hmm. Bah, je vais essayer de l'expliquer à l'oral, en fait. Mais grosso modo, les entités, c'est de dire que tu vas avoir différents types de choses dans ton jeu. Donc, grosso modo, tu vas avoir une potion de soin, tu vas avoir un ennemi. Enfin, l'ennemi, ça va être l'orque niveau 23 dans ton jeu. Tu vas avoir le joueur, etc. Et donc, ça représente l'entité en lui-même. Et tu veux pas t'amuser à dire que chaque entité va avoir un point de vie, donc tu veux pas générer, euh, tu veux pas affecter la notion de point de vie sur chaque type de classe que tu vas devoir instancier. Ça va être hyper chiant parce que les modèles d'entités dans le jeu vidéo peuvent être assez riches. Surtout, imaginons, tu fais des ennemis en mode procédural et tout ça, donc tu vas avoir un espèce de créateur d'ennemis qui va te faire des ennemis en mode random avec des niveaux, du leveling, tu sais, progressif, avec des armes au hasard, etc., etc. Enfin, un bordel, je te raconte pas. Et donc, tu vas vouloir essayer de dire, ok, bah, un ennemi, grosso modo, il est vivant. C'est-à-dire qu'en fait, tu lui donnes un composant. Un composant, c'est une caractéristique, en fait, que tu peux affecter à différentes entités. Et donc, le fait de dire qu'il est vivant, ça va lui affecter le fait qu'il ait des points de vie. Et ça va lui affecter le fait qu'il puisse mourir, tu vois, grosso modo. Ou qu'il reçoit des dégâts, en fait. Le fait qu'il aurait une fonction ou une méthode rajoutée au niveau du composant qui lui dit, bah lui, il peut avoir il a des dégâts. Enfin, il peut avoir du on-hit, tu vois, il peut avoir une fonction on-hit, donc quand il est touché, et donc ça va engendrer du comportement sur cette entité-là quand il va se faire toucher, en fait. C'est un peu l'idée, hein. Par exemple, une potion de soin, bah, là, la capacité, donc le composant de soin. Donc le soin, grosso modo, ça va donner, quand tu vas activer, et vu que c'est un objet, vu que c'est un élément d'inventaire, il a en plus la composante utilisable. Et donc quand il a utilisable, quand tu veux l'utiliser, et bah, tu enclenches le soin, tu enclenches le poison, le machin, le bidule, quoi. Et donc, tu peux avoir plusieurs entités qui peuvent avoir plusieurs composants en commun. Ou qu'on peut affecter, des composants qu'on peut affecter mais qui sont en commun, que tu vas développer qu'une seule fois et que tu vas affecter à l'entité
Euh, et donc, grosso modo, voilà, tu vois, un ennemi et le joueur, bah, ce sont tous les deux des entités qui ont le composant vivant, parce que le joueur, il a des points de vie, et l'orc, il a des points de vie aussi, quoi. Ils sont tous les deux vivants quand ils sont créés. Par contre, le joueur, il a un comportement spécial. En plus, c'est que quand il meurt, bah, le jeu est terminé, en fait. Il doit émettre l'événement jeu terminé ou game over, tu vois. Un truc comme ça. Sauf dans le monde du MMORPG, parce que dans le MMORPG, il est mort, mais il a un espèce de cooldown de 5 minutes qui l'autorise à se faire revivre, à se faire ressusciter par un autre joueur, etc., etc. Enfin, tu vois, tout ça, c'est du comportement que tu veux mettre au niveau des composants. Parce que dans le monde du multijoueur, tu as plusieurs joueurs. Donc tu peux avoir le joueur 1, le joueur 2. Ce sont tous les deux des joueurs, des entités de type joueur, et qui ont leur propre comportement de joueur. Je te dis ça, j'y connais rien, hein. Tout ça, c'est de la logique que je regarde en lisant, mais c'est pas un truc que je maîtrise de bout en bout, en fait. Donc c'est intéressant de voir un peu, de s'ouvrir les chakras sur ces choses-là. Mais je voulais voir s'il n'y avait pas une doc, juste un schéma de ECS. C'est fou. Tac, tac, tac. Euh, Ouais, je vois. Bah, moi, j'ai pas envie de partir sur Unity parce que déjà, je suis pas un spécialiste du C, c'est du C++, je crois, sur Unity. Je sais plus. C++ ou C Sharp, je me souviens pas. Et donc ça, je maîtrise pas ce code-là. Et en plus, j'ai pas envie d'être dans un framework, en fait. Moi, j'ai une culture où je veux faire du code en brut. Et derrière, je fais des implémentations de technologie au cul. Mais si je veux changer la techno, euh, si je veux changer la tech, bah, je peux changer la tech, en fait. Si je veux changer le moteur graphique, si je veux changer le rendering, si je veux changer j'en sais rien, le système client-serveur, la communication entre le client et le serveur, des choses comme ça, bah, ça, je peux le faire. Alors qu'en étant dans le monde Unity, par exemple, Unity, c'est une super grosse boîte à outils, mais par contre, si tu veux sortir de Unity, faut s'accrocher, quoi. Si tu veux faire des choses que Unity ne propose pas de base, tu vas bien galérer, quoi. Même si j'ai jamais testé Unity, donc c'est pareil. Là, par exemple, là, on a un ECS qui est assez intéressant. C'est qu'on a la game loop qui va avoir un gravity system et donc qui va dire, grosso modo, en fait, là, il va utiliser des systèmes de messaging. Donc, grosso modo, il va demander à l'ensemble des entités, est-ce qu'il y a des entités qui ont la gravité? Le composant va lui répondre au système de gravité, oui, j'ai un composant de type gravité. Et donc, on va lui demander de mettre à jour les coordonnées, par exemple. Parce que le bonhomme a sauté, et donc, bah, vu qu'il a de la gravité, il faut le faire redescendre par gravité, quoi, avec le système physique. Et donc, pour calculer une nouvelle position XY, et ben, en fait, il suffit vu que la gravité a la notion d'accélération, et ben, en fait, l'entité va pouvoir mettre à jour la position, en fait, au travers de l'accélération, etc., etc. Enfin, il y a plein de machins comme ça. Je dis ça, j'y connais rien, hein, mais je trouve ça intéressant de voir comment on fait tout ça, quoi. Le seul truc, c'est que ça sera, ouais, observable entity. Gna, 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 gna. Ouais.
Ouais, c'est intéressant. Mais déjà, enfin, moi, c'était ce que j'avais anticipé, hein, c'est que je vais bouffer sévère, là, en fait. Les premiers jours, quand on va démarrer, là, je bouffe pas trop parce que c'est un tuto, donc, et puis on discute, donc ça avance pas vite, mais je prends plaisir. Je prends plaisir à bosser là-dessus. Mais par contre, dans quelques jours, on va démarrer le jeu. Et là, on va bouffer. Là, on va bouffer sévère. Je pense qu'on va faire plein d'erreurs. On va apprendre plein de choses. On va sûrement céder d'articles, etc. Quand on va se retrouver bloqué. Mais on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par là pour apprendre les choses au travers de la pratique, au travers de l'expérience. Et ça va piquer, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. C'est le métier qui rentre. Alors, donc là, j'ai mon chip locomotion component. Donc, on veut notre node. Donc, grosso modo, on est censé avoir un node. Ok. On veut avoir une fonctionnalité de getNode. Ok. Et on veut avoir. Ouais, en fait, on veut un getter et un setter. Ok. Très bien. C'est quoi V? Sérieux? Je déteste quand on fait ça. On va l'appeler node. Ça coûte pas plus cher d'appeler les choses parce qu'elles sont. Plutôt que de mettre juste un V, un Y, un X, un bordel, bah non, tu dis une position, tu crées un élément position, tu crées. Au lieu de mettre V, tu mets node, puis voilà. Ça aide à la relecture en fait. Alors, je continue à lire le tuto. Donc, il est possible donc pour le vaisseau d'être à un endroit, en fait, grosso modo. Et donc d'être sur un nœud, en fait. L'idée, c'est de dire le vaisseau se trouve au niveau d'un nœud en particulier, donc sur un élément de la grille. Et donc un vaisseau peut changer de nœud. Ok. Et donc c'est le but de ce composant-là, c'est d'être capable de dire le chip se trouve sur ce nœud, je peux faire un set node pour le faire changer de nœud. Ok. Ouais. Ok. Donc là, quand on va faire juste avant, en dessous du set node, on va faire un get position. Ok, pourquoi pas. On rajoute la notion de vecteur, ça on l'avait déjà créé lors des précédents tutos. Par contre, le start... Au niveau du nœud... Mais vas-y. Ah merde. Ça, à chaque fois, je me fais avoir. Alors, quand on fait node, à chaque fois, il va me chercher... Non, en fait, il m'importe pas node parce que node, en fait, c'est aussi au niveau de Node.js. En fait. Donc ça, c'est le DOM API. Donc en fait, il faut se forcer à implémenter de node, à aller récupérer le node depuis comment nos répertoires ECS en fait. Donc il faut aller dans les composants. Ah non, c'est pas dans les composants. Voilà, il faut aller le chercher dans node. Voilà. Et donc là, c'est bon, on a bien start et Y.
Ok. Donc, on veut retourner notre node. Donc, si jamais on a bien le nœud, donc la position, c'est si jamais on a bien le nœud, si jamais on a bien le nœud affecté au chip, dans ce cas-là, on retourne la position du nœud, on fait un new vector en prenant la position start du node X avec la taille divisée par 2. Donc grosso modo, on fait un carré et on retire la taille et on prend la position du nœud et on rajoute la moitié de la taille du nœud. Donc ce qui fait qu'on arrive au milieu, en haut du nœud. Et au niveau de la position Y, on prend la position Y du nœud et on ajoute la taille du nœud divisé par 2. Ce qui fait qu'à la fin, on arrive au milieu, en fait. D'un point de vue placement 2D, on arrive au milieu du nœud. Donc ça, c'est OK. Ça, c'est OK. On pourrait même créer quelque chose qui dit on pourrait faire une fonction par rapport à ça. Donc, il nous indique qu'un nœud peut être nulle part. Donc, grosso modo, pour être plus précis, sur aucun nœud. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que nœud peut être nul. OK ? Bah non, je suis con. Ça, je l'avais déjà décrit. Tac, 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 tac. OK. Ah bah justement, c'est par rapport à ça, là, ici, il nous dit que ce qui serait bien, c'est qu'on fasse au niveau du nœud, en fait, qu'on puisse avoir une fonctionnalité au niveau de nœud, au niveau de la classe nœud, d'avoir le centre du nœud, en fait. D'avoir un emplacement 2D, une position 2D du centre. Et donc, il nous fait rajouter une méthode publique qui dit qu'on peut avoir le centre du nœud, getCenter, et donc c'est un vecteur 2D, et donc grosso modo, on a ça. Ce qui fait que grosso modo, on va pouvoir modifier... Ah bah il nous le fait pas maintenant. Il nous le fait pas tout de suite. Ah, il nous le fait faire après, en fait. Il nous le fait faire après l'histoire du center. Donc, par contre... Désolé pour le bruit. La quantité de voitures de sport qu'on a en Charente-Maritime, c'est hallucinant. Alors, il nous fait rajouter... Donc là, on est où? On est au niveau du nœud. Donc au niveau de node, on a nos tests sur le nœud. Il nous fait rajouter du test. Au niveau du nœud, donc on nous demande de retirer ça. De retirer l'index. Et donc, au niveau du before each, on nous demande de faire un node factory, en fait. Ici. Et donc là, le node drawer interactor, par défaut, je tape dans le fake, hein, normalement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bon. Ensuite, on rajoute un test supplémentaire qui est de calculer le centre du point. Donc, grosso modo, c'est le problème avec les tests du mec, et ça, je l'avais déjà dit la dernière fois, c'est que le mec, il fait du test after. Il développe sa fonctionnalité au niveau de la classe, et ensuite, il la teste après pour vérifier que ça marche. C'est con, il aurait pu faire du TDD ou au moins du test first en disant bon bah voilà, je voudrais au moins je veux dire le comportement, surtout qu'il l'explique dans son texte, il explique le comportement qu'il veut faire. Donc il pourrait déjà développer
juste le test en disant, voilà, je veux mon node center, il veut faire ça. Et grosso modo, quand il demande le centre du nœud, bah en fait, il veut le node, le placement divisé par 2, machin et tout, quoi. Ça, c'est dommage. Ça, c'est ballot. Donc, on va quand même lancer les tests pour vérifier que ça marche, ce qu'il nous a fait faire. Voilà, les tests passent. Et on va modifier le composant locomotion. Et au lieu donc de faire un new vector, machin et tout, là, en fait, on va juste virer tout ça. Et on va faire un node.center, en fait. Alors, on va faire plutôt un this node, point d'interrogation. Et là, on va faire un this node center. Voilà. Ça, c'est OK. Et donc, les tests continuent à marcher, mais il n'a pas testé le composant. Hein. Il n'a pas testé le comportement du composant. Par contre, j'aime beaucoup le fait qu'il fasse des composants, enfin, qu'il teste les composants de manière... il fait un fichier de test par composant et par entité. Donc ça, c'est super intéressant pour vérifier le comportement unitaire des choses. De faire un fichier comme ça, c'est pas mal. Je me pose la question si on va pas développer de cette manière quand on fera le jeu vidéo. Par contre, j'aurai quand même mes tests d'acceptation qui seront des tests métiers qui vont mettre en situation un comportement plus complexe, plus complet, on va dire. Et donc pour tester, grosso modo, on va tester des phases de jeu. C'est-à-dire il va falloir instancier que dans nos tests d'acceptation, on va instancier le plateau de jeu. On va dire on va tricher parce qu'on aura la capacité de tricher avec des faux éléments. On va dire qu'on a notre plateau de jeu qui est à la phase du tour 23 avec mon ennemi position 23A et moi qui suis position 22B. Et donc, grosso modo, quand je veux tirer sur l'ennemi, je veux que ça me dise t'es trop loin. Grosso modo. Tu ne peux pas tirer parce que tu es trop loin. Ça serait le comportement. Et donc, ça, il va falloir qu'on puisse être capable, au niveau de nos tests, d'instancier notre comportement de jeu, notre exemple, en fait, de jeu, pour qu'on puisse développer à partir de ce comportement-là. Ça va être super cool. On va sûrement galérer à mort pour faire ça, mais ça va être sympa. Donc là, ce qu'il nous fait faire, c'est qu'il nous fait un... D'accord. Donc là, il nous fait modifier le chip pour qu'on puisse lui affecter le composant de locomotion, en fait. Donc, on va modifier notre chip, ici. Et donc, au niveau du awake, on avait déjà le fait d'ajouter le composant de type chip draw. Donc maintenant, on va lui rajouter un autre composant qui est de type chip locomotion. Et donc, on importe le composant. Ce qui fait qu'il aura deux composants, en fait. L'entité chip aura deux composants, du draw, une capacité de draw, et une capacité de déplacement. Donc ça, c'est pas mal. Et par contre, là maintenant, ce qu'il nous dit, c'est comment notre draw component peut avoir accès à la position de la propriété. Parce qu'il n'y a pas un accès direct. Et il ne doit pas y accéder directement. C'est pas à lui de le faire. Mais par contre, dans le système ECS que le mec a créé, chaque composant peut accéder à l'entité qu'on a affectée. Parce qu'en fait, quand on a un add component, le comportement par défaut du add component, il est ici, pour toutes les entités, c'est que, grosso modo, au niveau du... quand on ajoute le composant à l'entité,
on définit quelle est l'entité auquel on ajoute le composant. C'est pour ça qu'au niveau des composants, si on revient sur le composant, c'est au niveau du... C'est pas dans le chip, c'est dans les utiles normalement. La définition d'un composant en termes d'interface, c'est qu'on a l'interface update awake, ok, mais on a surtout une entité qui peut être à nul, qui peut être à entity ou nul, en fait, de type entity ou nul. Et donc ça, c'est super important. Parce que ça te permet grosso modo de remonter d'un cran, en fait. Donc là, le problème, c'est il peut accéder directement à l'entité tout entière. C'est-à-dire qu'on lui donne toute la... Il peut avoir accès à l'ensemble de l'entité. Nous, ce qui serait bien plus tard, c'est que j'aimerais bien que les composants et les entités puissent utiliser des systèmes de messaging avec des bus messages, et grosso modo, d'envoyer que le composant puisse être non pas attaché à une entité, mais qu'il puisse avoir la référence de l'entité. Quand on crée le composant, en fait, on va dire ce composant a été créé, a été instancié avec la référence de cette entité-là. C'est-à-dire c'est pour cette entité-là qu'il a été créé, et donc, vu qu'il connaît l'entité, il sera capable de lui envoyer des messages, parce qu'il connaît l'identifiant de l'entité, en fait. Et donc, on va pouvoir envoyer des messages dans le bus message, et donc, comme ça, si jamais on a une surcharge au niveau CPU, machin, le bus message va faire tampon, en fait. Le bus message fera tampon pour distribuer les messages de manière fluide, en fait. Et donc d'avoir un truc qui scale, normalement, si je dis pas de bêtises. Et en plus, on réduit le domaine de responsabilité dans cette idée-là. Parce que là, en fait, on veut, grosso modo, on voudrait demander à l'entité qu'il puisse nous donner la position. Quelque chose comme ça. Et donc, il faut qu'on donne la référence du composant, enfin, il faut qu'on sache à qui renvoyer le message. Enfin, on va faire un espèce de truc un peu asynchrone. Je trouve que c'est vachement intéressant. Et en termes de test unitaire, c'est beaucoup plus pratique, j'ai l'impression. Après, je vais peut-être dans une mauvaise voie, hein, parce que comme je dis, ça, cet aspect-là, je l'ai jamais fait. Et donc, on risque peut-être de bouffer sévère. Et peut-être que pour aller vite au début, on va rester comme ça avec des références en direct. On va pas utiliser du messaging, mais on aura peut-être une capacité de refonte de notre architecture pour partir dans du messaging plus tard. Si jamais on sent qu'on n'est pas prêt, en fait. Si on n'a pas le skill. Donc après, le mec, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, donc c'est bien, on a rajouté le component, et donc on a accès à l'entité au travers du add component. Le composant peut accéder à cette entité-là, et donc... on rajoute... On rajoute la notion de position, d'obtenir la position au niveau de l'entité. Là, le ship entity, là, on lui rajoute une méthode publique de type getPosition. Et donc pour le moment, c'est juste un vecteur. Et on donne une position 0,0, voilà. C'est un truc en dur, on s'en fout. Et donc au niveau du draw component, au niveau du draw component, quand on avait le getPosition ici, le getPosition, pareil, on crée une position en fonction de la grille, en fonction des settings, machin. Et donc là, il nous dit de virer ça. Et j'imagine de faire appel à la position, en fait. Et donc, grosso modo, il nous dit... Alors lui, il a ça parce que pareil, il n'est pas en mode strict. Le mec qui fait du TypeScript, il se met pas en strict. Donc en fait, pour avoir la position, on fait ça normalement. C'est-à-dire qu'on met un optional chaining, c'est-à-dire que l'entité peut être à chip ou nul. Donc si jamais c'est pas nul, on veut choper la position. Donc ça veut dire que la position sera égale à soit vecteur 2D, soit nul, soit undefined. Ok. Et donc, on peut faire... Donc, on a un système de conditions qui serait que si position
est nul ou undefined. Alors, normalement, tu pourrais... Là, grosso modo, c'était si tu veux retourner entity. Là, ici, par exemple, entity, tout seul, c'est chip ou nul. Et grosso modo, si tu mets un point d'exclamation, c'est-à-dire que tu assumes que entity, en fait, sera toujours dans cette étape du code. À cette étape du code, tu assumes que entity sera jamais nul, en fait. Tu forces, tu débloques le mode ouais, mais entity sera jamais nul. Le problème, c'est que ça, au niveau JavaScript, là, quand ça va être transformé en JavaScript, ça pourrait arriver. C'est-à-dire que c'est toi qui dis que tu forces le déblocage et de dire non, non, t'inquiète, ce sera jamais nul, en fait. C'est là où c'est très dangereux. Donc, vaut mieux peut-être mettre, au lieu de mettre le point d'exclamation, de faire du type shaking, en fait, et de faire de la gestion d'erreurs à la place. Et donc, l'optional chaining te permet de dire, bon, ça sera une define si jamais entity est nul, et donc je pourrais pas avoir accès à position, et donc position aura la valeur undefined, en fait. Et la position en elle-même, vu que de base position, en fait, peut être soit vecteur 2D, soit nul, du fait que entity soit lui-même nul aussi, en fait, en termes de typing, et ben en fait, on va avoir les trois types, qui est nul ou undefined. Mais d'un point de vue comportemental, nul ou undefined, grosso modo, c'est sa position, le point d'exclamation position, grosso modo, c'est si jamais on ne l'a pas, en fait, si on n'a pas la position. C'est plusieurs trucs, hein. C'est le point d'exclamation position, c'est la négation. Donc ça veut dire c'est faux, c'est nul, c'est undefined, c'est unknown. Enfin, je sais plus, il y a plein de trucs comme ça. Et grosso modo, à la fin, c'est-à-dire si jamais position, donc si jamais c'est nul ou undefined, on va cracher l'erreur. Et sinon, on va faire un return de position. Et la position, vu qu'on a le check, on a la condition avant qui est de type négation. Là, on a vraiment la position vecteur 2D en termes de typage. Et donc, d'un point de vue TypeScript, on a le type checking qui nous prouve qu'on a la gestion d'erreur qui va fonctionner. Si jamais on a vraiment une position nulle, en fait. Une position nulle ou une entité qui n'a pas de... Enfin, où l'entité n'est pas setée au niveau du composant, en fait. Je sais pas si mon explication est claire, mais c'est clair pour moi. En tout cas, je le comprends comme ça, hein. C'est pareil, il y a sûrement moyen de faire autrement, mais moi j'aime bien faire comme ça. J'essaye de... Quand je sais que j'ai des trucs qui sont des fois nuls, undefined, machin, on vérifie, on veut accéder à une méthode ou un getter, un bordel, ou une propriété, une méthode de l'entité, mais l'entité, enfin de la classe, mais la classe peut être nulle. Donc, on fait de l'optional chaining, parce que sinon, en fait, pour faire autrement, si on voulait faire ça sans l'optional chaining, il faudrait faire un const entity égale this.entity. Voilà, donc entity, là, il est soit ship, soit nul. Donc on fait un if entity. Si on n'a pas l'entité, tu vois. If entity, tu fais un throw new error entity nul. Voilà. Et ensuite, tu peux faire, donc au niveau de position, en fait, tu peux faire entity, puisque maintenant, vu que c'est pas nul, en fait, tu peux faire position. Tu vois. Mais vu que position lui-même, c'est vecteur 2D ou nul, il faut refaire un check sur position. Tu vois. Donc ça rajoute... ton optional chaining te permet d'éviter de faire ça, en fait. Vérifier la classe, puis l'objet. Ouais, en fait, c'est tu vérifies la classe, puis tu vérifies le résultat de la méthode, de l'appel de la méthode. Donc c'est chiant, en fait. C'est carrément chiant. Donc ça te fait rajouter du code, et donc TypeScript, au niveau JavaScript, en transpilé, hein, grosso modo, il va transpiler un truc dans ce goût-là. Hein. Il n'y a pas de...
en code JavaScript pur, hein, pour rappel, hein, le TypeScript, c'est pas le code exécuté au niveau du moteur, au niveau du moteur d'exécution. TypeScript va convertir ou transpiler. C'est pour ça qu'il s'appelle. C'est pour ça qu'on fait du TS en fait, du TSC, c'est le transpiler ou le transpilateur, je sais plus comment on dit. Mais grosso modo, il va transformer le code TypeScript qui est écrit façon ES6 ou ES6++, parce que TypeScript apporte des choses au fur et à mesure qu'il évolue. Et ça, si vous voulez vous renseigner sur les fonctionnalités de TypeScript, vous avez la release note de TypeScript qui est vraiment bien foutue. Ils mettent des exemples, etc. sur tout ce que fait TypeScript au fur et à mesure. Parce qu'on peut faire des trucs vraiment bien poussés au niveau de TypeScript. Et derrière, c'est transpiler tout ça en JavaScript. D'accord ? Et le code qui est exécuté, c'est du JavaScript. Donc si à un moment, on commence à mettre des points d'exclamation, machin, là, en fait, quand tu mets les points d'exclamation, c'est que tu bypasses le type checking de TypeScript en disant non, mais t'inquiète, je suis sûr que ça arrivera jamais. Tu vois ? Moi, le t'inquiète, ça arrivera jamais, avec de la refacto, avec du machin. Un jour, ça va arriver, ça va péter. Tu vois ? Donc je préfère faire du type checking et que ça me crache vraiment de l'erreur attendue. Et de dire que voilà, on veut avoir accès à la position, qu'est-ce qui se passe quand on ne l'a pas ? Au lieu de dire non, mais t'inquiète, tu vois ? Parce qu'en fait, je pourrais faire en grosso modo, je pourrais faire un truc comme ça, c'est-à-dire ne pas cracher les erreurs, c'est-à-dire entity, je dis c'est this entity comme ça, non, this entity, voilà. Donc je force que c'est un chip, je dis non, mais t'inquiète, ça c'est pas mort. T'auras toujours entité à cette étape-là de get position. Et la position, non mais t'inquiète. Position aussi, et donc type check, et donc les erreurs, ça dégage. Tu vois. Et ça marche. Hein. Position, c'est vecteur 2D. Tu vois. En termes de typage. Donc d'un point de vue TypeScript, c'est ok, hein, c'est valide. Par contre, le jour où t'as vraiment entity qui annule ou position qui annule, tu fais quoi ? T'auras peut-être des conséquences que tu n'auras pas testées. Tu auras peut-être un comportement chelou que tu n'auras pas testé avec source de bugs, machin, qui peuvent te péter ton jeu. Tu vois ? Ton jeu, ton logiciel, tout ce que tu veux. Et donc, c'est quand même mieux de partir dans cette voie-là, où en fait, tu vas vérifier. Tac, on vire entity, machin, voilà. On vérifie qu'on a entity, est-ce qu'on a entity ? Sinon, si on n'a pas entity, de toute façon, on fera pas la suite, on mettra tout de suite position à undefined. D'accord ? Ensuite, on vérifie que position est ni undefined ni nulle. Si c'est le cas, on crache une erreur, et sinon, on retourne position. Et donc là, on a notre condition d'erreur qui est remplie. Et donc, on n'ira pas plus loin. Après, là, on crache une erreur, on pourrait faire d'autres choses. Hein. Grosso modo, si le chip n'a pas de position, on pourra dire, éventuellement, on pourrait enclencher un use case de placement de vaisseau, par exemple. Si le vaisseau n'a pas d'emplacement, c'est-à-dire que potentiellement le vaisseau vient d'être créé, éventuellement, plaçons-le sur la grille, tu vois. Ou alors, est-ce que le vaisseau n'a plus d'HP ? Dans ce cas-là, le vaisseau doit être... le vaisseau est mort, c'est-à-dire qu'on enverrait une erreur de type le vaisseau est mort. Et dans ce cas-là, on ferait une notification utilisateur avec le message de l'erreur en disant le vaisseau est mort. Ce genre de délire. Mais ça, on peut faire ce qu'on veut. Tout dépend des règles du jeu, en fait. Ça, c'est toujours le comportement attendu. Il n'y a pas de vérité générale, puisque chaque jeu est différent, chaque règle du jeu est différente. Donc, c'est toujours ça que je trouve qui est important quand on fait du développement logiciel, que ce soit dans le jeu ou ailleurs, c'est définissons les règles du jeu. Avant, ça sert à rien de commencer à coder à l'arrache alors qu'on n'a pas discuté des règles du jeu. Déjà, asseyons-nous autour d'une table, faisons un atelier de définition de la règle du jeu. Voilà, on va prendre un exemple. Voilà, on a une grille, limite, l'exemple peut être fait sous forme de dessin. Hein. C'est-à-dire, on peut définir une situation de jeu. On voit qu'il y a un plateau de jeu. On voit qu'il y a un vaisseau. Il y a un vaisseau, c'est un pion, hein, grosso modo. Et puis quand il tire et que ça touche le bouclier, le bouclier va perdre des HP, des bordels. Enfin voilà quoi.
Mais on discute avant de commencer à développer le machin. Parce que c'est plus facile de dire non, c'est pas ça qu'on veut quand on en parle que quand on l'a codé. Parce que coder, ça prend du temps, même si aujourd'hui, coder du logiciel, c'est toujours plus rapide que de construire une maison ou machin, tout ça. Mais c'est toujours plus rapide de changer le comportement voulu en parlant plutôt que de le faire pendant qu'on est en train de coder ou une fois qu'on a livré. Tu vois. Surtout qu'en général, on arrive souvent à se mettre d'accord au bout d'une heure ou deux de discussion. Voilà, on sait ce qu'on va devoir faire. Donc, ça vaut pas le coup de se lancer dans 3-4 jours de développement, alors que si on en avait parlé une heure de plus, enfin, ça aurait été chiant de faire 3-4 jours de développement pour rien, parce qu'à la fin, on aurait dit, ouais, non, c'est pas comme ça que je voulais dire, machin. Autant prendre 2 heures de discussion en plus pour bien dire ce qu'on veut. On dit, on est bien d'accord, les exemples qu'on veut, c'est bien ça, on veut pas faire autre chose, tout est OK. Et là, on développe, tu vois. Alors oui, c'est con, faut parler. C'est con, faut communiquer quand on fait du logiciel, tu vois. Alors le pire, c'est quand t'as les développeurs qui veulent communiquer, qui veulent dire aux gens, écoutez, on a besoin de savoir ce que vous voulez. Exactement, donnez-moi un exemple de ce que vous voulez. Et t'as la partie prenante en face qui est en mode, oh, mais vous savez très bien ce qu'il faut faire. Oh, faut faire un truc. Allez, faites le truc. Ils te donnent pas le détail, tu sais, parce que eux-mêmes non plus, ils ne le savent pas. Ou ils l'ont dans la tête, mais c'est brumeux. Dans leur tête, c'est brumeux, ça a du mal à sortir. Donc, et les gens comprennent pas qu'on a besoin de débrumer ce truc-là avant de commencer à développer. Parce que ce qui part en production, c'est ce qu'a développé le développeur. Enfin, même ce qui part en production, c'est le code déployé en production. Donc la probabilité d'avoir codé de la merde est fortement importante si on discute pas avec le métier, en fait. Enfin, avec le métier, si on définit pas les règles du jeu en parlant, avant de commencer à le coder, en fait. C'est con. Je dis ça, j'ai du passif. J'ai du passif et c'est même pas méchant avec mon passif. Hein. C'est-à-dire, j'en veux pas aux personnes, hein, parce que même moi, c'est-à-dire que c'est moi en tant que développeur, c'est mon métier d'être capable de dire aux gens que j'ai en face de moi, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous puissiez m'expliquer concrètement ce que vous voulez pour que moi, je puisse être capable de coder réellement ce qu'on veut, en fait. Et donc, si moi, je suis pas capable de faire comprendre aux gens en face qu'on doit me parler et qu'on doit aussi m'expliquer ou que je dois parler avec les gens pour qu'on fasse ensemble les règles du jeu, c'est aussi de ma faute. Si moi, à un moment, je fais la gueule en mode ah, le mec, il veut pas me parler, il fait chier, et ben allez, je vais coder dans mon coin ce que je pensais de bon, bah, c'est de ma faute aussi. C'est de ma faute aussi d'être parti dans ce délire-là. Vaut mieux dire bah non, il faut qu'on discute. Il faut que tu me dises, parce que c'est de notre responsabilité à tous, d'être capable de dire ce qu'on veut dans le jeu, plutôt que de partir en faisant la gueule, puisque après, le mec, de toute façon, en face, ça correspondra pas à ce qu'il veut. Et donc, on aura perdu du temps, tu vois. C'est hyper compliqué. Fait combien de temps là qu'on dev? J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais encore mon café froid. Mais ça va, je l'ai fini. Il va être 11h là, ça fait 1h43 qu'on code, on en est où là? Gna 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 gna. Qu'est-ce qu'il nous fait? Je vais essayer de terminer, je vais essayer de terminer une phase là. Ouais, on est bientôt à la fin d'un, on est à la fin d'un chapitre bientôt. Alors on va terminer avant de faire la pause. Donc, ouais, d'accord. Donc là, il nous explique pourquoi là, bah, il vient d'expliquer ce que je viens d'expliquer. Hein. Donc ça, c'est ok. Euh, Ouais. Alors, ce qu'on nous fait. Ok. Donc là, au niveau du vaisseau, grosso modo, il nous dit afin de pouvoir obtenir la position, en fait, parce que là, la position, en fait, c'est au niveau du ship, j'ai une bêtise.
Là, actuellement, la position, elle est en dur. Et elle est en position 0-0. Mais on a le Locomotion Component qui, lui, est capable de récupérer la position réelle du vaisseau. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est être capable d'avoir accès à ce composant. Il le fait de manière un peu sale, mais bon, ok, pourquoi pas. De toute façon, après ça se redesign. Hein. Il le fait façon crade, et après, avec de la refacto, on peut le faire autrement. Mais grosso modo, ce qu'il nous fait faire, c'est que en plus de l'ajouter dans les composants de l'entité, il va le définir dans une propriété privée. Ensuite, dans le constructeur, là-haut, il va nous dire qu'on va instancier un nouveau système de locomotion. Oui, il faut que ce soit en première position, ok. Ok, man. Donc, on définit le composant de locomotion, et donc, au lieu de faire le add component d'un new ship locomotion component, on va directement récupérer this, en fait. On va faire un this.locomotion component. Comme ça. Ce qui fait qu'au niveau de l'entité, en fait, on peut directement récupérer la position en tapant dans sa locomotion component. Donc, pourquoi pas. Et ensuite, derrière, vu que là, le get position, ça fait un new vector 2D, bah, en fait, au lieu de faire un new vector 2D 0,0, en fait, on peut directement faire un return de this locomotion component et on chope la position, en fait. Ce qui fait qu'on va pouvoir taper dans le composant pour récupérer ce qui nous intéresse. Donc, ok. Ok, pourquoi pas. Ce qui est dommage, c'est que en fait, on aurait pu le faire autrement. Ce truc-là, après, c'est un chouïa plus compliqué, mais et encore, c'est qu'on aurait pu faire un this. Donc on a les components qui sont déjà là. Et les components, normalement, le this component, c'est du public, je crois. Je me souviens plus. Mais sinon, je crois qu'on a un get. On a autre chose au niveau du this. Je crois qu'on a un get component. Ouais. On a un get component ici. En fait. Et on peut mettre la classe. Hein. C'est-à-dire que je pourrais faire un get component avec la classe ici. Donc c'est con, en fait. Au lieu de faire le this locomotion component, je peux faire un this get component position. Et donc ça dégage. Ça dégage. Et add component. Et donc là, je fais un new. Ouais, c'était ça. C'était un new ship locomotion component. Voilà. Et pire que ça, non, c'est bon. Et même pire que ça, c'est-à-dire que j'aurais même pas besoin de créer la méthode publique getPosition. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu faire directement. Parce que vu que pour obtenir la position, il nous faut une capacité de locomotion, grosso modo. Et donc, j'aurais pu directement, en fait, récupérer au niveau de... Je vais remettre son code source original. Hein. Faut que je regarde. Faut que je regarde si les tests passent toujours, parce que c'est pas sûr. Parce que là, tu vois, là, au niveau de position, en fait, j'aurais pu faire ça, en fait. Faut juste que j'importe la déclaration de la classe. Et là, tu vois, au niveau de position, ça marche. Et donc, le get position, machin, ça aurait marché, en fait. Enfin, là, je regarde, hein, mais au niveau de ship, il y a sa gueule parce que j'avais le typage vecteur 2D. Là, j'ai plus aucune erreur. J'ai tout sauvegardé. Je lance les tests. Là, j'ai un truc qui va pas.
Et si ça se trouve, les trucs ne marchaient pas. Parce qu'en fait, la définition du placement, c'est aussi dans le composant, en fait, là. Actuellement, là, dans le composant, c'est la notion de nœud et tout ça, en fait. On n'a pas dit qu'on plaçait le vaisseau pour le moment. Donc, à cette étape-là, je pense que les tests sont pétés parce qu'on n'a pas encore dit que quand on crée un vaisseau, on fait appel au Ship Locomotion Component pour définir la position, le nœud par défaut. Parce que là, pour le moment, le nœud, il est nul par défaut. Tu vois? Donc, on n'a pas eu un set node à l'initialisation, et donc c'est pour ça que les tests sont foirés. Et parce que on n'en est pas à cette étape-là, en fait. C'est l'étape d'après. C'est ce qu'on verra après la pause. Mais je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière pour garder le code source du mec. Parce que si ça se trouve, lui, il va tester en utilisant position. Mais c'est tout ça pour dire qu'on aurait pu designer le code pour que ça se fasse de cette manière-là, en fait. Et vu que au niveau du... Pas du chip, mais au niveau... C'était où déjà? C'était au niveau du draw? Ouais, c'est ça. Le get component, normalement, le get component, il me crache une erreur si jamais on trouvait pas le composant. Donc, grosso modo, on aurait pu... ouais, voilà, les tests auraient pu être différents, potentiellement, en termes d'implème. Mais si ça se trouve, c'est même pas sûr. Hein. Je sais même pas s'il fait un check sur les positions, en fait. Ça se trouve, il fait des checks sur le get position des composants eux-mêmes et pas au niveau du chip. Ça, c'est un truc à voir. Hein. Je sais pas. Mais grosso modo, utiliser le get component, c'est vraiment sympa. C'est-à-dire qu'en fait, entre les composants, si on a besoin de récupérer un autre composant de l'entité, parce que dans le cadre de notre implème de ce composant-là, on a besoin de choper des informations d'un autre composant, ça peut être intéressant de vérifier si l'entité a le composant correspondant. Dans ce cas-là, on pourrait l'utiliser pour récupérer des informations de la part de ce composant. Ça peut être intéressant. Après, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pareil, c'est des règles de design. C'est des règles de design qu'il va falloir définir, en fait. Qu'est-ce que je veux faire? Oui, je voulais revenir en arrière au niveau du chip, là. Je vais remettre son histoire de... Ouais. Et au niveau de la position, voilà. Je voulais faire pas le this-get component. Voilà, je voulais rester comme ça. Je vais rester comme ça. Et là, ça change pas que là, normalement, les tests ne marchent pas non plus. Alors, si, il y avait un... C'était au niveau de locomotion... Non, pas de locomotion. C'était au niveau de draw. Au lieu de faire un get component, là, on revient dans la situation initiale. Voilà. On reprend juste position. Ok. Et donc là, normalement, si je lance les tests, j'ai les mêmes tests qui sont pétés, normalement. Parce qu'on n'a pas placé on n'a pas... C'est ce qui nous met dans le chapitre suivant, en fait, on n'a pas le spawning du chip. On n'a pas le spawning, c'est-à-dire qu'on ne définit pas quand on instancie un nœud, enfin quand on instancie un vaisseau, on n'a pas le je veux le mettre à tel endroit, en fait. Je veux le mettre dans tel node. Donc c'est normal. On se fait la petite pause là, ça va faire 1h30 qu'on a lancé la vidéo YouTube et ça fait presque 2 heures qu'on stream. J'enclenche la pause. Salut YouTube, j'espère que ça t'a plu ce mélange de codage et de café philo. Des bisous.